La Générale des carrières et des mines Gécamines en sigle est implantée depuis 1906 sur l'espace Luanzo, notamment à Kambo, Likasi, Kourouzi et Kakanda, constitue une preuve suffisante des richesses du sol et du sous-sol sur cet espace. Cependant, dès sa création, la plupart des autochtones ont décliné cette offre. Très peu sont ceux des fils Luanzo qui se sont retrouvés dans la chaîne de commandement de ce géant minier congolais. L'Union minière a commencé ses activités sur le sol du Musanga. Parce que l'Union minière a commencé à Kambobe, que nous appelons aujourd'hui Kambobe. Non, le Musanga, tout simplement, localement, n'a pas supporté le commandement du blanc. Le Musanga qui sait très bien qu'il était capable lui-même de produire des histoires, de vendre et de vivre très bien avec son maïs et tout ça. C'est ainsi qu'il y en a qui ont travaillé juste pendant 6 mois. Après, ils sont partis pour ne pas s'exposer à des coups de fouet, à des histoires et tout ça. Et le Belge était obligé d'aller recruter très loin parce que ces gens, ils étaient amenés ici comme des esclaves et ils ne connaissaient aucune piste pour rentrer chez eux. Ils ne pouvaient pas. Mais parmi les rares fils Luanzo ayant fait la fierté de la communauté au sommet de cette société étatique, Odilon Kafitoua Paboa du territoire de l'Oboudi. Né le 14 décembre 1939 et décédé le 12 juin 1993 à Likasi, Odilon Kafitoua Paboa, en plus d'être mandataire à la Gécamine, a été à plusieurs reprises ministre et commissaire d'État sous le régime du maréchal Mobutu. Le corps de ce vaillant et prestigieux fils Luanzo repose au pied du monument appelé Mangeur de cuivre, dans la ville montagneuse de Likasi. En 1975, il y a eu un groupe de Chinois qui est venu à Likasi visiter la Gécamine. À l'époque, il était représentant, on appelait les représentants du PDG de la Gécamine, aujourd'hui Dex. Alors, quand les Chinois sont venus, il les a reçus sur ordre du PDG, M. Oumba. Ils ont fait le tour des usines. À la fin, un des Chinois lui a dit, vous exploitez tout ce que vous exploitez ici, mais 100 ans, 50 ans, il n'y aura plus rien. Quel souvenir vos enfants auront pour dire qu'il y avait une exploitation de cuivre sur ce lieu ici? C'est comme ça qu'il a eu l'idée, avec les Chinois là. Ils ont fait le tour à Toyota, Kambov. Ils ont trouvé la colline de Mangeur de cuivre, là où on a... Et il a proposé qu'on fasse un monument en mémoire des mangeurs de cuivre. Ainsi, chaque deuxième vendredi du mois de décembre de chaque année, la Gécamine célèbre la fête des mangeurs de cuivre. Une fête organisée dans le but d'honorer les travailleurs pour leur sacrifice et leur dévouement dans la production du cuivre et du cobalt. Implantée depuis l'époque coloniale dans la chefferie de Moulumbu en territoire de l'Oboudi, la Simankat, appelée aussi Simchaba, est aujourd'hui en ruine. Cette entreprise étatique qui a fait la fierté de la RDC n'est restée que l'ombre d'elle-même. Toutes les machines sont à l'arrêt depuis l'année 2011 et plusieurs employés renvoyés sans préavis en congé technique. Et pourtant, sur le plan économique, le rôle que jouait la Simankat pour le Katanga et le Congo tout entier n'était pas de moindre. Les impacts directs, c'est la dépendance du ciment envers l'étranger.
Aujourd'hui, le ciment qui est produit, qui est consommé par le Katanga ou par le sud de la RDC provient de l'étranger et comme conséquence, c'est un ciment qui n'est pas contrôlé, dont la qualité reste incertaine et pour lequel la Cimencat, malgré ses moyens, ne peut pas, dans l'instant, arriver à couvrir. Dans les temps, tout dépendait de la Cimencat. Même les villages environnants dépendaient de la Cimencat. Donc c'était beau à voir le milieu. La Cimencat entretenait les routes, que ce soit ici, même de l'autre côté, le quartier commercial. La Cimencat avait asphalté certaines routes dans des camps. Elle avait construit des maisons. Et les maisons étaient peintes au moins après 2 ans. Lorsque le Cimencat se relève, c'est toute la contrée de Lubudi qui va avoir un essor formidable. Cimencat a produit du ciment qui a permis de construire non seulement la province du Katanga, mais également les 2 Kasaï, dans l'ancienne appellation, ainsi que le Maniema. C'est le marché traditionnel de Cimencat. Et le ciment Cimencat, c'est un produit d'excellence, de grande qualité. Et là se confirme jusqu'à aujourd'hui, vous avez des édifices qui ont été construits dans le temps qui permettent de dire que Cimencat est une grande cimenterie et restera toujours une grande cimenterie. Cimencat détient plus ou moins 125 millions d'années d'exploitation du calcaire à ciment. Donc, plus d'un siècle de production du ciment. Vous voyez, cela n'est pas pareil partout au Congo. C'est vraiment des grands gisements qui aujourd'hui ne sont pas exploités. Pour relever ce géant de nos jours à genoux, afin que l'outil de production tourne à nouveau à plein régime, plusieurs pistes de solutions sont à envisager. De restaurer l'électricité, parce que nous avons 2 barrages hydroélectriques propres à Cimencat, qui fournissaient du courant à Cimencat, qui sont aussi à l'arrêt, compte tenu de la vétusté des équipements électromécaniques qui méritent d'être remplacés. Donc, il faudra que nous puissions trouver une solution à cela. Et cette solution est envisagée dans le cadre des études que l'actionnaire Gécamine a initiées. La plus grande chose, c'est de chercher un préfinancement. Donc, avoir des capitaux frais qui puissent relancer cette entreprise. Mais la chaîne de production, à l'état actuel, c'est une chaîne de production qu'il faudra refaire. Or, pour la refaire, il faudra avoir des capitaux frais. Et de ces capitaux frais, il n'y a que les actionnaires qui doivent être à la recherche de ces partenaires. Ou soit c'est la Gécamine directement, parce qu'aujourd'hui la Gécamine est actionnaire principal à plus ou moins 90%. Donc c'est-à-dire ou bien que la Gécamine d'elle-même puisse relancer automatiquement cette entreprise, ou bien s'associer avec d'autres partenaires. Nos amis qui ont émergé puissent penser spécialement à remettre la Cimencat, à nous faire de l'électricité à Lubudi. On sait faire des usines ici. Nous avons le cuivre ici. Qu'ils puissent demander aux investisseurs de venir s'installer ici à Lubudi, dans le chef-lieu. Vous voyez, c'est le chef-lieu. Maintenant, tout le monde s'en va à Fungourmé. C'est maintenant Fungourmé qui a l'air d'être le chef-lieu. Tout simplement parce qu'on a volontairement ou involontairement, je ne sais pas. En tout cas, que Luanzo s'y mette pour élever la Cimencat. Ça va aider le peuple de Luanzo. Pas seulement le peuple de Luanzo, mais les Congolais qui habitent le territoire de Lubudi en entièreté. Le peuple Luanzo est assis sur un sol très riche. Les potentialités minières du Luanzoland sont immenses
et presque toutes les variétés sont représentées de bout en bout. Le Haut-Katanga naturel, il est délimité par l'arc cuprifère katangien. On l'appelle aussi le bassin cuprifère katangien. Il part de la frontière zambienne du côté du territoire de Sakania. Vous passez par Kipushi, vous entrez dans Kambove, puis dans Lubudi et dans Muchacha. C'est ça l'arc cuprifère katangien. Et tous ceux qui étaient en dehors de cet espace-là, quand ils venaient entrer à l'Union minière, ils disaient qu'ils vont au Katanga. Quand vous regardez son sous-sol, il est constitué des roches cristallines qui se sont installées il y a très longtemps, qui a comme conséquence la minéralisation. Donc vous avez ces minéraux qui affleurent vraiment au niveau de la surface et qui facilitent son exploitation. C'est ainsi qu'on parle du cobalt, du cuivre, de l'étain, des zinc, ainsi de suite, du germanium, tous les minéraux qui font la fierté de cet espace-là. Le Musanga est l'homme le plus riche du Congo. Il a tout. Particulièrement ici à Kolosi, nous avons hérité la région de Kolosi. Cette région qui est très riche en sous-sol. À Mouilou, avec la société qui est implantée là-bas, c'est la première réserve mondiale du cuivre. Et les jours où nous étions passés à Kamo à parler avec les responsables de cette société, ils nous ont dit qu'il y a 2 milliards de tonnes de réserves de cuivre dans cette région-là. La conséquence de toutes ces richesses du sol et du sous-sol est bien logique, l'envahissement de l'espace ainsi que la convoitise des richesses. Non seulement une convoitise sur le plan national, mais également sur le plan international. Pour dire, l'espace est très riche et cette richesse a donné de la fierté non seulement au pays, mais également à travers le monde entier. Et voilà, cette région est reconnue à cause de cela. Sur le plan agricole, le Luanzoland est réputé terre arable, avec un climat qui offre des possibilités d'avoir plusieurs variétés de produits agricoles. Chaque zone, chaque contrée a des spécificités qui lui sont propres. Quand vous prenez Bunkea, par exemple, vous avez le riz qui vient de là et est caractérisé surtout par son arôme. Mais vous avez aussi l'oignon qui vient de ce côté-là. Vous avez de la tomate du côté de Mulunguishi. Donc ça dit, de manière générale, toutes les cultures possibles, nous les avons dans cette zone. Quand vous prenez l'Ubudi, c'est la pomme de terre qui sort de là. Et là, je peux vous parler par exemple de la grande vallée de la Kando et la grande vallée de la Lufira, qui sont les 2 grandes zones potentielles agricoles. Et vous avez les grandes minoteries, une à Kolosi, une à Lubumbashi et une à Likasi, qui étaient alimentées à 100% par du maïs qui provenait de là. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait le tournesol qui était produit aussi en quantité industrielle et la minoterie de Kakontwe servait de logistique pour la production d'huile de tournesol. Cette zone nous permet d'avoir toutes les cultures vivrières permettant de nourrir toute une population. Quand vous prenez par exemple l'oignon, juste Bunkea, vous allez vers Tondo, partout là-bas, vous avez une grande production en termes d'oignons que nos mamans qui vendent dans la commune, malheureusement, on n'est pas fiers de nous-mêmes, vendent, mettent dans les filets, nous parlent d'oignons en provenance de la Zambie, mais moi je peux vous assurer que l'oignon qui se vend là-bas, à partir du mois de juin jusqu'au fin août,
c'est l'oignon produit localement et à Bunkea. Chez moi, depuis Mitwaba cité, disons même plus loin vers Kincha, à la frontière avec Malemba et Manono, vous avez des palmiers, vous avez de l'huile de palme là-bas, vraiment de la bonne huile de palme. Quand vous venez jusqu'à Kasungeji, là vous êtes dans les secteurs déjà des Balomotois, vous avez le haricot, vous avez la pomme de terre, vous avez le riz, vous avez le piment, vous avez le maïs. Vous descendez plus loin, vous êtes à Mufunga, toujours dans les secteurs des Balomotois. Vous avez le riz, vous avez le manioc, vous avez le maïs, vous avez la patate douce. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Et ce sol-là ne demande pas de l'engrais. Quand vous allez dans les secteurs de Banweshi, vous avez de l'ail. Si vous venez au marché de la Kenya, le grand marché qu'on appelle zone, l'ail que vous trouvez là-bas vient de Mitwaba. L'élevage du gros et du petit bétail est aussi une vocation de ce peuple sur une vaste étendue du Luanzoland. Les vaches, les chèvres, les porcs et même les oiseaux de la basse-cour font partie de l'élevage pratiqué un peu partout sur cet espace. Les conditions climatiques et environnementales s'y prêtent. Ikika kyo tufuira tanda ino yetu karimungu lutala.